Howdy folks, aujourd'hui on va parler des sondages de l'élection présidentielle américaine. Alors je l'ai déjà dit plusieurs fois en live, c'est déjà beaucoup trop tôt pour se faire une idée. Les sondages ça part dans n'importe quoi, il y a du plus 5 Harris, plus 5 Trump, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Mais surtout dans cette vidéo je vais vous montrer qu'il y a 4 voire 5 techniques que les sondeurs peuvent utiliser pour passer les résultats d'un côté ou de l'autre. Alors, cette vidéo, en fait, c'est un extrait de live que j'ai fait la semaine dernière chez les méchants capitalistes. C'est pour ça que vous allez voir le replay. On retrouve Le Guise en haut à gauche qui fait énormément de contenu très libertarien. On retrouve Nico au milieu, serial entrepreneur. Et en bas à gauche, vous retrouverez Clément qui est également entrepreneur et vous le connaissez sans doute de la chaîne Les Bâtisseurs. Allez, je vous reparle des méchants capitalistes en fin de vidéo. C'est parti. Ouais, je voulais vous parler des sondages aujourd'hui. Alors, on est encore à 2 mois et demi de l'élection présidentielle américaine, donc les sondages sont quand même un peu flous. Bien heureux celui qui arrive à prédire aujourd'hui qui va remporter l'élection, parce que l'opinion va surtout se forger à partir de septembre, à partir des débats. Là, c'est quand même un peu globalement les vacances, c'est pas trop le moment. Mais si on regarde les sondages qui sont publiés, parce qu'il y en a qui sont publiés régulièrement, on voit qu'il y a des sondages qui donnent Kamala Harris très largement gagnante, plus 4, et des sondages qui donnent aussi plus 4 à Trump. Donc alors, c'est quand même le même pays, c'est quand même les mêmes populations, c'est quand même, a priori, les sondeurs sont les mêmes personnes, enfin en tout cas les mêmes types de personnes. Comment ça se fait que d'un côté, tu te retrouves avec plus 4 pour l'un, plus 4 pour l'autre? Il y a 4 astuces qui sont utilisées par les sondeurs, on va dire pas trop scrupuleux, pour orienter un peu les choses dans leur sens. Donc déjà, tout ça, d'où est-ce que ça me vient? Ça me vient de Rasmussen, qui est un des sondeurs en particulier, et eux se défendent en se disant que c'est ceux qui font le boulot le plus sérieux. Ils disent que tous les autres sont soit pas sérieux, soit orientés politiquement, et ils accusent et ils se défendent. Donc déjà, Rasmussen, qui est-ce que c'est? Déjà, c'est celui qui a été le plus précis à prédire l'élection de 2016, donc la victoire de Trump. Lui, il fait quoi? Il fait ses propres sondages? C'est une entreprise, c'est pas un mec. Okay. Et le but pour eux de faire ça, c'est de dire, regardez à quel point on est précis quand il s'agit de prédire les élections. Engagez-nous pour votre étude de marché derrière. Donc eux, ils ont un intérêt économique à être précis parce que c'est une vitrine pour leur business derrière, en fait. Donc ça, c'est des entreprises qui vont gratuitement aux États-Unis, qui vont gratuitement faire des sondages pour montrer leur capacité d'analyse, de sondage, de précision, pour ensuite vendre d'autres produits, d'autres sondages à d'autres industries, etc., etc. Rasmussen, ils sont quand même accusés d'être pro-Trump. Alors pourquoi? Parce que déjà, c'était un des seuls à dire que Trump allait gagner en 2016. Et là, maintenant, c'est le seul à dire que Trump est en train de gagner plus 4. Donc alors, évidemment, c'est très facile de se dire, ils sont pro-Trump, regardez, en 2016, ils le donnaient gagnant, là, ils le donnent encore gagnant. Ils ont tendance à pousser Trump. Mais en fait, non, Rasmussen, en 2020, donnait Biden gagnant. Il donnait Biden gagnant de très, très peu. Et Biden a remporté l'élection de très très peu. Dans les États clés, Biden, c'était quelques dizaines de milliers de voix. Ils l'ont prédit avec une précision affolante. Et là, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ils sont en train de dire, on a toujours les mêmes méthodologies, on n'est toujours pas acheté par des médias ou par quoi que ce soit, on est toujours indépendant. Et là, on vous dit que Trump est en train de gagner plus 4 et on va vous le prouver. Donc, ils ont plusieurs vidéos sur leur chaîne YouTube où ils expliquent leur méthodologie. Et moi, je vais vous faire un condensé de tout ça pour vous expliquer comment eux se défendent et eux disent qu'ils sont les plus précis. Et ensuite, comment ils expliquent que d'autres n'arrivent pas aux mêmes conclusions qu'eux, alors que supposément, les instituts de sondage appellent les mêmes personnes, en fait. Ils appellent les mêmes populations. Donc, qu'est-ce qui se passe avant le retrait de Biden? On voit que Trump est très largement donné gagnant, donc on voit du plus 4. Tous les sondages sont d'accord pour dire que Trump gagne plus 4. Ok, donc là, c'est pas juste une question de Rasmussen, c'est-à-dire que CNN, tout le monde dit plus 4, Trump est en train de gagner. Face à Biden. Biden se retire après le débat, Kamala Harris est pressentie presque instantanément pour reprendre la suite, et là, les sondages ont changé de bord. Ils ont tous donné Kamala Harris plus 2, plus 4, sauf Rasmussen, Fox News et d'autres plus petits. Qu'est-ce qui s'est passé alors que Kamala Harris, quand il y avait des enquêtes d'opinion sur elle avant qu'elle soit la candidate officielle des démocrates, tout le monde s'accordait à dire qu'elle était moins populaire que Joe Biden. Comment ça se fait que d'un coup, elle est propulsée sur le devant de la scène et là, hop, elle gagne 5-6 points dans tous les sondages? Ces 2 grandes chaînes de télé américaines là, qui influencent l'opinion avec des sondages pro-Harris soudainement, elles ont aucun intérêt à produire des sondages corrects parce qu'ils ont pas de business de sondage et d'enquête d'opinion à vendre derrière. Mais bon, je suis pas quand même en train de dire qu'ils sont en train de falsifier les chiffres et qu'ils les sortent au doigt mouillé dans un truc. Il y a quand même des vrais sondeurs qui appellent des vrais gens au téléphone. Mais je vais vous donner 4 astuces qui permettent de changer un peu les données ou en tout cas de les orienter dans une direction qui nous plaît. C'est ultra intéressant, j'en ai jamais entendu parler. Tu vas voir. Déjà, il faut comprendre comment les sondages fonctionnent. Déjà, les sondages, c'est pas un hangar de 2000 personnes avec 2000 téléphones qui appellent 100 000 gars pour leur demander pour qui ils vont voter. Parce que ça coûterait beaucoup, beaucoup trop cher.
Personne fait ça, c'est beaucoup trop haut. Donc déjà, il faut un échantillon représentatif, et c'est en gros entre 1500 et 2000 personnes qui sont très bien sélectionnées. Et le truc, c'est que les gars qui appellent au téléphone, c'est pas une équipe de 2000 personnes qui ont que ça à faire, en fait. C'est une petite équipe entre 5 et 10 personnes. Et donc tu peux appeler, tu vois, si l'appel il dure 5 minutes par personne, qu'il y en a un sur deux qui est pas qualifiable parce qu'il rentre pas dans ton échantillon, bah tu vois, ça prend du temps en fait d'appeler tous ces mecs-là. Donc Rasmussen, déjà, ils en appellent entre 350 et 400 par jour des gens. Donc tu vois, t'arrives pas sur ton échantillon. Et tous les sondeurs, c'est pareil. Ils appellent quelques centaines de mecs par jour. Ils font une moyenne sur la semaine, et ensuite, à la fin de la semaine, ils donnent sur la moyenne. Donc retenez bien ça en tête. Le truc, c'est que Rasmussen, il publie aussi les résultats chaque jour. Et donc ça, c'est intéressant parce qu'il vous montre comment ce qu'il y a dans la saucisse, en fait. Il vous montre ce qu'il y a comme ingrédient qui fabrique un peu le produit fini. Alors que tous les autres, on sait pas exactement leur méthodologie, on sait pas exactement comment ça marche. Et donc là, je vous donne l'astuce numéro 1 si vous voulez faire mentir les chiffres, c'est que vous pouvez dire que si un résultat a l'air trop louche, eh bien vous les écartez. C'est-à-dire que si un jour vous tombez sur un Kamala plus 10 ou un Trump plus 10, vous pouvez vous dire « Oh là là, cet échantillon, il n'est pas représentatif, qui est-ce qu'on a appelé ? Tout le truc d'aujourd'hui, là, on l'invalide. » Rasmussen ne fait pas ça. D'ailleurs, Rasmussen, hier, a dit « La journée d'hier, on a eu Harris plus 4. » Effectivement, sur la moyenne de la semaine, on est à Trump plus 4, mais on va pas le mentir. Les 380 mecs qu'on a appelés hier, ils nous donnent Harris plus 4, donc on publie, on triche pas. Deuxième technique pour truquer un peu les chiffres, en tout cas les orienter dans ta direction, eh ben c'est effectivement de mieux, entre guillemets, choisir les gens dans ton échantillon. Ouais. C'est ça. Il y a une grosse différence aux États-Unis, et vous allez voir sur les sondages, il y a des sondages de type LV, Likely Voters, et RV, Registered Voters. Donc, Registered Voters, ça veut dire qu'on essaie d'avoir dans l'échantillon des gens qui sont enregistrés pour aller voter pour l'élection. Et Likely Voters, c'est que la première question qu'on leur demande au téléphone, c'est est-ce que vous comptez voter à cette élection ? Ils sont pas sûrs d'aller voter, ceux-là. Ouais, d'accord. C'est ça. Parce que en fait, c'est dans une élection, l'élection présidentielle américaine, c'est un tiers d'abstention. Donc en fait, il faut absolument, la première question qu'il faut poser, c'est est-ce que vous comptez vous déplacer voter ? Parce que si vous êtes dans les 30% qui s'abstenaient à chaque élection, ça devrait pas intéresser. Et le problème, c'est que les sondages les moins sérieux ne posent pas cette question à vous. Est-ce que vous comptez aller voter ? La première question qu'ils demandent, c'est est-ce que vous êtes enregistré pour voter ? Oui, ok, vous passez à l'étape suivante du questionnaire. Mais ils leur posent pas la question. En fait, il faudrait leur poser la question, est-ce que vous avez voté en 2020 ? Est-ce que vous avez voté en 2016 ? Est-ce que vous comptez voter en 2024 ? Il faut essayer de mesurer est-ce que le mec est intéressé par cette élection. Parce que sinon, ça n'a aucune valeur s'il compte s'abstenir. Oui. Parce que déjà, le fait de s'abstenir et de ne pas avoir confiance en la politique ou d'avoir la flemme, ça influe probablement la personne pour qui tu as envie de voter ou pas. Donc Rasmussen, évidemment, ne compte que sur les likely voters, donc les gens qui sont non seulement enregistrés, mais aussi qui comptent se déplacer le 5 novembre. Et Rasmussen a commencé à poser la question au téléphone, de leur dire « Ah ok, tu comptes voter, mais est-ce que tu es citoyen américain ?» Nice. Ils ont trouvé, parce que vous savez que c'est illégal de voter à l'élection présidentielle si vous n'êtes pas citoyen, et ils ont trouvé que 3,6% des gens disaient « Ah bah non, je suis pas citoyen, mais je compte voter. » Ah ouais, et donc 3,6%, ça fait une élection. Bah, complètement. Et là, Rasmussen a commencé à tirer la sonnette d'alarme. Ils ont dit, attendez, ces gens-là, ils sont sérieux, là, parce que ils n'ont pas le droit de voter. Donc, ok, ils répondent au téléphone. Donc, eux, Rasmussen, il les dégage, ces gens-là, mais ils leur ont quand même posé la question. Donc, eux, ils les dégagent du résultat final en mode, attendez, a priori, si l'État fait bien son boulot derrière, ils vont leur interdire l'accès au bureau de vote. Mais il y a quand même des gens qui, avec toute l'assurance du monde, décrochent le téléphone et disent oui, je vote pour Kamala Harris, mais bah non, je suis mexicain, mais je suis légal. Ouais. Donc Rasmussen pose la question. Est-ce que CNN, New York Times pose la question ? En tout cas, ils le disent pas s'ils posent la question, parce qu'encore une fois, on n'a pas la recette. Donc, ça veut dire que potentiellement, dans leurs échantillons, il y a des illégaux qui n'ont pas le droit de vote. Donc, ils posent la question, est-ce que vous êtes citoyen, est-ce que vous n'êtes pas citoyen ? Et ils ont trouvé que 1,2% des gens qu'ils appellent disent « Ah, je suis pas sûr ». Je suis pas sûr. Il est pas sûr qu'il est pas citoyen, le gars. C'est bouillant. This is America. Les mecs, ils en ont rien à branler. Ils sont à El Paso en train de boire des tequilas, conduire leur truck. Donc, ce que Rasmussen, à la fin, en additionnant les mecs qui disent non, je suis pas citoyen et je suis pas sûr, on arrive à 4,5% de gens dans leur échantillon que eux ont exclu parce qu'ils ont posé la question. Mais du coup, Rasmussen se pose la question, est-ce que CNN a posé la question ? Parce que s'ils n'ont pas posé la question, ça veut dire qu'il y a en moyenne 4,5% de gens qui ont été inclus dans leurs échantillons et qui ne devraient pas y être. Donc, troisième technique pour tricher, et ça, si vous regardez les sondages sur Twitter, vous voyez souvent, ils disent « likely voters LV » et ensuite ils mettent D plus 20. Qu'est-ce que ça veut dire D plus 20 ? Alors, quand ils récupèrent les numéros de téléphone, les sondeurs, pour commencer à appeler des gens, ils savent pas en fait
ce que vont répondre les gens, parce que sinon ça servira à rien de faire le sondage s'ils connaissent les résultats à l'avance. Donc en fait, ils sont obligés d'avoir 1500 personnes dans leur échantillon. Et là, une des premières questions qu'ils posent, c'est est-ce que vous vous considérez comme démocrate ou est-ce que vous vous considérez comme républicain? Donc là, ils disent pas pour qui est-ce que vous allez voter, parce que il y a quand même une partie des démocrates qui comptent voter pour Trump et une partie des républicains qui comptent voter pour Harris. Il y a toujours une très légère intersection sur ces trucs-là. Tu dirais que c'est quel pourcentage? Rasmussen, il le donne. Hop. Bon, là, comme je vous ai dit, c'est un replay de live qui s'est passé la semaine dernière. Donc, on va faire une petite pause et on va utiliser les chiffres de cette semaine. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que d'après Rasmussen, 81% des gens qui s'identifient comme démocrates comptent voter pour Kamala Harris et 16% de démocrates comptent voter pour Donald Trump. Chez les républicains, en fait, cette semaine-là, c'est la même chose. 82% des républicains comptent voter pour Donald Trump et 16% comptent voter pour Kamala Harris. Mais en fait, ce qui va être intéressant de mesurer, comme vous le savez, c'est que vendredi dernier, Robert Kennedy Jr. a suspendu sa campagne pour soutenir celle de Trump. Et ça n'a pas encore été mesuré par Rasmussen. Ça va être vraiment intéressant de voir ce qui va se passer la semaine prochaine dans leurs données. Donc suivez-moi sur les réseaux sociaux et inscrivez-vous à la chaîne parce que bien entendu, on va en reparler. On arrive sur la troisième technique. Donc quand vous voyez D plus 20, ce que ça veut dire, c'est que il y a 20 points de plus de gens qui ont dit je suis démocrate que des gens qui ont dit je suis républicain, indépendamment de qui comptent voter. Alors eux derrière ils réajustent avec des poids. Évidemment ils sont pas débiles au point de faire des moyennes sur l'ensemble en ayant ce manque d'équilibre entre démocrates et républicains. Du coup ils descendent la moyenne des résultats des démocrates pour équilibrer en fait avec ça. Mais là où ça pose un problème, c'est que si vous avez une liste de numéros de téléphone avec des gens et que vous vous retrouvez avec démocrate plus 20, on veut plus 0, idéalement. Si vous vous retrouvez avec démocrate plus 20, ce que ça veut dire, c'est que votre échantillon de numéros de téléphone, ça a tendance quand même à trouver soit des démocrates, soit peut-être des gens un peu plus républicains centristes. Donc en fait, comment est-ce que vous avez chopé vos numéros de téléphone? Est-ce que vous les avez chopés sur une base de données de gens qui sont mal représentés en fonction de leur âge, ou des gens qui sont peut-être trop urbains, et donc du coup les urbains, quand ils sont républicains, ils ont tendance à être plus anti-Trump. Donc en fait, on peut se poser la question de comment est-ce que vous représentez vos échantillons. Et Rasmussen, eux, ils sont fiers de montrer qu'ils ont des démocrates plus 5, républicains plus 5, mais pas des démocrates plus 20, qui montrent vraiment qu'il y a un déséquilibre complet dans la première étape de récupération des noms et des numéros de téléphone. L'échantillon est mauvais, quoi. La liste des fonctionnaires de chaque grande ville. C'est ça. C'est typiquement ça. Récupérer la liste des fonctionnaires de chaque grande ville. Parce que, je vais vous donner un exemple dans l'autre sens. Si je récupère ma liste des numéros de téléphone parmi les militaires, je vais tomber sur des démocrates dans les militaires. Évidemment qu'il y a des démocrates partout. Mais je vais être à plus 25 républicains. Donc même si je rééquilibre avec mes poids, le problème c'est que ma liste, elle est faite avec des militaires. Il y a plus de chances chez les militaires de trouver des gens qui se déclarent comme démocrates mais qui comptent quand même voter pour Trump que de trouver des républicains qui comptent voter pour Harris parmi ces militaires. Donc en fait, d'où vient l'échantillon? Quatrième technique pour changer les résultats, c'est un peu passer sous le tapis les gens qui ont répondu « je sais pas pour qui voter ». Et ça, tous les sondeurs, actuellement, si vous regardez les sondages, par exemple, là, il y a un sondage New York Times qui est sorti qui disent oui, Harris va gagner à 47 et Trump va perdre à 44. 47 plus 44, ça fait pas 100%. Donc en fait, où sont les 7% restants? C'est des gens qui ont dit, moi, je suis plutôt intéressé pour un autre candidat. Parce que vous savez qu'il y a le Parti libertarien, il y a Robert Kennedy, il y a le Parti vert qui se présente, il y a d'autres mecs un peu plus chelous dans plein d'autres États. Rasmussen, eux, ils sont super transparents. Ils disent, voilà, ceux qui ont dit qu'ils allaient voter pour le Parti libertarien, ça, c'est ceux qui ont voté pour le parti, voilà. Mais si vous demandez à CNN, ils vont dire, ils vont pas décrire les mecs du milieu. Mais du coup, ce qu'ils ne mesurent pas dans ces sondages-là, c'est ce qu'on pourrait appeler l'effet Zemmour par rapport à l'élection de 2022, c'est des gens qui, à la dernière minute, vont se dire « Attendez, c'est une élection à un tour, les élections américaines, j'ai intérêt à voter utile. » en fait. D'autant plus. Et là, ces gens-là ne le mesurent pas. Alors que Rasmussen, eux, ils posent la question. À l'élection française, il y a beaucoup de gens qui voulaient voter Zemmour, qui ont voté Marine, de peur à ce que Mélenchon soit devant au premier tour. Exact. Et qui passe au deuxième tour. Et donc, ce que Rasmussen pose comme question, c'est « Ok, tu comptes voter libertarien, mais en vrai, ton deuxième choix, c'est qui ?» Parce qu'on sait qu'il va y avoir un report des voix à la dernière minute. Mais de toute façon, la vérité, c'est que les libertariens, en grande majorité, ils votent pour Trump. Les libertariens, c'est soit ils s'abstiennent, soit ils votent pour Trump, effectivement. C'est le résultat. Allez, je conclue sur les 4 techniques. Donc, les 4 techniques, si vous aussi, chez vous, vous voulez modifier les chiffres des sondages, eh bien, vous dégagez les résultats qui ne vous plaisent pas, qui ont l'air d'être trop à l'écart. Vous sélectionnez un peu que ce qui vous intéresse. Vous pouvez aussi sélectionner des numéros de téléphone en surreprésentant des républicains centristes pour donner plus de poids à Harris. Vous pouvez aussi prendre uniquement les registered voters et pas les likely voters, et vous pouvez aussi compter les illégaux qui comptent voter, et vous pouvez aussi ignorer les candidats du milieu et ignorer un report de vote très très probable. Donc là, c'est exceptionnel ce que tu nous dis, mec, parce qu'en fait, les instituts de sondage, ils ont plein de marge de manœuvre, en fait.
Ils ont plein de marge de manœuvre pour modifier, et effectivement, ils peuvent modifier plus 5, plus 6, plus 7 sans trop de problème. Et donc, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ces sondages-là? Ça, c'est nimp, on peut pas faire confiance au truc. Là, tu me dis qu'il faut faire confiance à Rasmussen, mais en vrai, peut-être que eux, ils font la même chose dans l'autre sens, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a d'autres moyens d'évaluer? Eh ben, il y a un autre moyen qui est très très populaire actuellement. Est-ce que vous avez entendu parler de Polymarket? Polymarket, c'est une plateforme qui fait des sondages, mais par pari, en fait. Ils posent pas uniquement la question. Ouais. Ils posent pas uniquement la question pour qui vous comptez voter, mais ils disent si t'es sûr de toi, tu poses de l'argent. Donc du coup, il n'y a pas de mecs qui répondent n'importe comment et tout. Donc ça, vous allez voir sur Polymarket. Et ça marche super bien en plus. Et ça marche plutôt bien. Le truc, c'est que Rasmussen, eux, ils sont pas convaincus de ça. C'est une appli web, ouais. Et en fait, tu peux juste, parce que vous connaissez bien déjà, mais c'est quoi la question qu'ils leur posent? Est-ce que tu es prêt à mettre 10 € sur la victoire de Trump? En fait, c'est comme un pari, c'est ça, c'est pari sportif. Pari sportif. Mais après, il y a un biais, c'est que, typiquement, concrètement, tu vas avoir des Français, des Norvégiens, tu vas avoir le monde entier qui va voter, du coup, ça va venir biaiser le résultat quand c'est pour une élection locale. Ah ouais, mais en plus, penser que quelqu'un va gagner, ça n'a rien à voir avec un sondage de pour qui je vais voter. Donc ça, c'est le premier biais. Et le deuxième biais que Rasmussen dénonce, c'est que, je vais vous donner un exemple. Biden est donné perdant. Donc même sur Polymarket, était donné perdant. Et là, d'un coup, il y a Kamala Harris qui débarque. Ça donne un souffle d'espoir. Et là, tu vois que Biden est sous-coté. Est-ce que toi, qui es un peu dans les paris, tu te dis attends, j'ai envie de mettre un billet au moment où c'est pas cher, en fait, au moment où il est sous-coté pour une victoire démocrate. Et donc, du coup, ce que dit Rasmussen, c'est non seulement il y a des billets de qui a le droit de voter dans ces paris Polymarket, mais en plus, tu as un intérêt à parier dans l'autre sens pour un peu hedger ton risque. T'as un effet spéculatif. C'est ça. Ah ouais, par exemple, c'est ça, tu supportes Marseille, mais tu as quand même envie de voter, de parier sur Paris parce que tu as envie de gagner du fric. C'est ça. Donc du coup, Polymarket, moi je n'y crois pas du tout, je les dis souvent sur la chaîne déjà, mais moi je les exclus, et c'est quand même rassurant de voir que Rasmussen, encore une fois l'institut de sondage le plus sérieux du game, confirme aussi que Polymarket c'est broken. Si ce genre de contenu vous intéresse, retrouvez en description le lien vers la chaîne Twitch du Guise. C'est en live les jeudis, alors pas ce jeudi-là parce que c'est les vacances, mais jeudi suivant, on sera de retour avec un nouveau sujet toutes les semaines autour de l'actualité américaine. Et vous voyez, c'est des sujets où je rentre vraiment dans les détails. Et ça finit ou pas sur YouTube. Donc si vous voulez rien rater, allez sur la chaîne du Guise, lien en description. En tout cas, laissez un like avant de partir. Inscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes sur The American Dream. God bless America.